lelo, l'heure est grave, il faut ôter les mains. À toutes et à tous, à la une de ces journaux de la mi-journée, la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo examinée dans plusieurs sommets à l'international. La Tanzanie accueille aujourd'hui les sommets conjoints EAC et SADC. La République démocratique du Congo est également présente au Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. On en parle dans ces journaux. Dans l'entretemps, dans le Nord Kivu, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Somo Kakule, appelle les notables à la vigilance et une parfaite collaboration avec les services de sécurité et de défense. D'autres précisions dans ces journaux. Ordinaire a examiné les sujets sur la dégradation de la situation sécuritaire dans la communication et médias. Porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, a exigé l'adoption du profit des déplacés. On écoute le ministre Patrick Mouya Katembwe. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdictions de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises systématiquement violées, les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations, notamment soutenues par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 300 ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessés. Les attaques ciblant étaient indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. Dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Parmi les voix qui s'élèvent pour fustiger la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais figure celle du prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege. Suivez. La situation à Goma aujourd'hui et au sud Kivu a atteint des niveaux désastreux. Il ne s'agit pas tout simplement d'entraîner des souffrances inhumaines, inimaginables. Je pense que revenir sur le fait qu'aujourd'hui les hôpitaux de Goma sont complètement débordés. J'étais ce matin avec un collègue avec qui j'ai discuté. Ils ne savent plus quoi faire. Les gens meurent comme des mouches. Ils n'ont plus suffisamment de matériel pour les opérer. Plus de 3000 malades qui nécessitent des chirurgies, de grandes chirurgies. Sans soutien, c'est pratiquement intenable dans la ville de Goma. Mais en dehors de la ville, il y a tous ces cadavres. On a déjà ramassé plus de 3000 corps, mais il y en a encore dans des rues, il y en a encore dans des quartiers qui sont en décomposition. Quelle image nous donnons à notre humanité? Quelle peut être une cause pour que l'armée rwandaise et le M23 agissent de la sorte et que nous ne soyons pas à mesure de prononcer les mots sanctions? Toutes les communautés de la province du Nord qui vous sont appelées à participer à l'effort commun contre l'agression rwandaise. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Évariste Somo Kakule, était avec la communauté Nandé. Les précisions dans ses commentaires. Pendant près de 2 heures, le réseau des notables Nandé a échangé avec le général-major Évariste Kakule Somo, gouverneur militaire du Nord Kivu, province sous état de siège, ce 6 février 2000, lance Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa nomination en cette période de guerre. L'équipe constituée des prélats, commerçants, coutumiers et autres venus de Butembo a reçu les orientations claires et nettes du gouverneur militaire du Nord Kivu sur les attitudes à adopter pendant la période de guerre. C'est notamment la vigilance et la collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. À son tour, l'équipe s'engage
a prié pour le pays et ses dirigeants, encourageant ainsi la population à rester sereine. Monseigneur. On l'a d'abord félicité, on lui donnait un peu la situation sécuritaire. Alors, comme vous voyez parmi nous, il y a des chefs coutumiers, il y a aussi des leaders religieux. Il nous a donné comme conseil, il dit qu'il est prêt à nous écouter chaque fois s'il y a des questions à lui poser ou bien s'il y a des conseils à lui transmettre. Il est d'accord à continuer à rester ferme dans la foi parce que effectivement la population est fatiguée. Mais après le partage avec notre gouverneur, il nous encourage, il nous dit que nous devons tous nous unir. Si on est unis, et puis on peut lutter ensemble pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Cette rencontre rentre dans le cadre des états d'élus de la province du Nord Kivu après la prise. La situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est de la RDC n'a pas laissé indifférente la communauté de l'Institut supérieur pédagogique de Mbujigoma a été organisée hier. Suivez. Lancement jeudi 6 février 2025 à l'ISP Mbujimai de l'opération de collecte des fonds en faveur des vaillants militaires de FARDC, des compatriotes Wazalendo en guerre contre les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Collecte également en faveur de la population victime de cette guerre injuste. La cérémonie de cette opération a eu lieu dans la salle polyvalente Raphaël Lambrecht de l'ISP Mbujimai, remplie de membres de la communauté estudiantine constituée du corps académique, scientifique, administratif, technique, ouvrier et des étudiants. Après l'hymne national, le DG de l'ISP, professeur Célestin Koubela-Mwadianvita, qui a présidé l'opération, a donné le sens de cette rencontre. Notre pays est agressé et nous voulons soutenir le président de la République, soutenir nos militaires de la FARDC, les vaillants, les Wazalendo et même nos confrères qui sont à l'Est, qui sont en train de souffrir pour le moment. Ça, c'est notre geste pour pouvoir leur venir en aide. Nous devons être unis comme un seul homme, soutenir nos vaillants militaires pour que nous puissions vaincre. Parce que le Congo, c'est notre pays. Et pour le pays, nous allons mourir. J'ai demandé aussi aux jeunes de pouvoir se faire enrôler dans l'armée pour pouvoir lutter, pour pouvoir combattre et protéger notre pays. C'est dans un engouement coiffé par l'amour de la patrie que cette opération s'est déroulée. Elle durera 7 jours. Qui fait quoi? D'où vient-il? La municipalité de Nzanza, dans la province du Congo central, appelle ses administrés à la vigilance face aux infiltrations. Les conseillers municipaux appellent également les jeunes à rejoindre les rangs de l'armée sans papier de Pascal Chisso, rendu par Renette Koulonga. Connaître celui qui est à côté de toi et savoir tout nouveau visage dans son quartier, sinon bien identifier tout le monde est au besoin de dénoncer tout cas suspect, c'est le mot d'ordre des autorités du pays en général par les conseillers municipaux de la commune de Nzanza dans la ville de Matadi, province du Congo central. Très mobilisés pour sensibiliser la population à une vigilance absolue. La jeunesse de Matadi devrait antérioriser cette règle en cette période que la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise sous couvert des supplétifs terroristes du M23. Lorsque le pays est en guerre, il n'y a pas de couleur politique. Tous nous devons nous liguer derrière le chef de l'État pour remonter la morale de nos vaillants soldats et les Wazalendo qui sont en front, afin de les transmettre une énergie positive, afin de mettre en déroute le plan de l'ennemi. Une occasion aussi bien indiquée pour ces conseillers communaux et la population problématique des infrastructures, spécialement la route États-Unis dans la commune de Nzanza, en état de délabrement très avancé sur le tronçon compris entre l'entrée Kabanana et rond-point États-Unis vers l'Unatra. Il n'y a pas de route. Ça crée aussi l'insécurité, plus par rapport à d'autres communes. Que nous mettons en place, nous parvenons à trouver quand même des solutions par rapport à ça. Nana Lelo, bourgmestre de cette municipalité de Nzanza, a pris bonne note de toutes ces doléances pour des solutions idoines.
Autre chose, les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. C'est ce qui justifie cette rencontre entre la ministre de la Coopération, Bestine Kazadi, et les diplomates ivoiriens en poste à Kinshasa. Suivez. Les deux personnalités ont exprimé lors de cette rencontre leur volonté de relancer ce mécanisme essentiel pour structurer et approfondir la coopération entre les deux États. François-Xavier Zabavi a rappelé l'historique de cette commission avant de procéder à la remise de 6 projets validés non signés lors de la 3e session en 2023 pour leur activation. Il s'agit des projets d'accord de coopération culturelle, de recherche scientifique et innovation, de l'artisanat, de l'accord cadre de coopération et de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre déléguée Bestine Kazadi a remercié l'ambassadeur ivoirien pour son message de solidarité envers la RDC et pour sa compassion face à la situation dramatique à l'est du pays. Sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi, a-t-elle affirmé, le gouvernement reste fermement engagé à restaurer la paix et à protéger les populations congolaises. Bestine Kazadi a réaffirmé la nécessité d'établir un cadre de coopération solide et structuré pour renforcer et intensifier les relations entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Elle a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts pour la mise en œuvre effective des projets et sur la nécessité d'en garantir l'application à travers une approche méthodologique bien définie. Les deux parties ont convenu de convoquer une réunion préparatoire en visioconférence afin de coordonner les prochaines étapes de la commission mixte et d'envoyer les 6 accords validés au ministère sectoriel concerné pour étude dans les meilleurs délais, de les mettre à jour afin d'appliquer les accords de 1985 restés inappliqués pour répondre aux réalités actuelles et aux ambitions de 2 nations. Et la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tshela-Kamba, a effectué une visite de réconfort aux forces de l'ordre qui travaillent sans relâche pour le maintien de l'ordre public dans les districts urbains de la Tchangou, ici à Kinshasa. Les activités évoluent normalement à travers tout le coin de la capitale congolaise. Ces constats de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a été fait dans les districts de Tchangou où elle s'est rendue pour réarmer la morale des éléments de la police nationale congolaise. Après son passage au bureau de district, le numéro 2 de la territoriale au pays a pris route vers les différents lieux de commerce, des magasins, de boutiques, de pharmacies ainsi que d'autres détaillants avec l'accompagnement des forces de l'ordre. Tous opèrent en toute quiétude. Une satisfaction pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, qui a appelé les opérateurs économiques de ces coins de continuer à faire confiance au gouvernement de la République qui ne ménage aucun effort pour se conformer aux instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et le développement du pays. Eugénie Tshela-Kamba a félicité les forces de l'ordre avant de les appeler toujours à la vigilance. Peu après, le cortège de la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba a pris direction vers un bureau du Souciat éloigné du district pour encourager les forces de l'ordre dans leur travail de lutte contre le banditisme urbain à ces coins de la commune de Massina. Santé à présent, l'humanité a célébré le 4 février dernier la journée de lutte contre les cancers en République démocratique du Congo. Une campagne de dépistage de cette maladie a été lancée. La clinique Pointe-à-Pitre et extension des Matete est retenue parmi les hôpitaux de Kinshasa. Grace Maoso et Denis Kungikomdalemba ont signé ce reportage. Après la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, le 4 février de chaque année, les urologues de la République démocratique du Congo viennent de lancer le dépistage des cancers comme annoncé par le ministère de la Santé publique par le biais du Centre national de lutte contre le cancer. La clinique Pointe-à-Pitre de la commune de Matete était parmi les centres choisis pour ces dépistages. Le médecin directeur de cette clinique, le professeur Dr Dieudonné Moningo, a expliqué aux patients l'importance de cette activité. La plupart des hommes qui viennent en consultation, parmi eux, en plus de 50%, viennent avec un cancer de la prostate au stade avancé. Dans nos consultations, nous recevons 20 à 25 malades
d'urologie des cancers de la prostate. C'est un cancer qui est un problème majeur de santé publique. Un plaidoyer a été fait auprès du gouvernement à cette occasion. L'État congolais ne s'occupe que des cancers du sein et des cancers du col de l'utérus chez la femme. Mais les autres cancers, cancer de la prostate, du côlon, abandonnés, oubliés. Nous lançons un appel, regardez aussi des côtés des hommes, de considérer que le cancer de la prostate est en train de décimer les hommes et que le financement soit également orienté vers la prise en charge des cancers de la prostate. En RDC, le taux de mortalité de cette maladie est estimé à 19,7%. Écho des provinces, l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé a organisé une séance d'évaluation des activités de l'année 2024 et c'était sous la conduite de son président Justin Zamba. Fidèle aux us et coutumes de l'école de gestion axée sur les résultats où toute entité qui se respecte est censée regrouper son personnel autour d'une table à la fin ou au début de l'année afin de passer au pain fin ces défis fonctionnels de l'année écoulée et peaufiner pour l'année nouvelle ses perspectives stratégiques. L'organe délibérant du Haut-Ouélé piloté de main de maître par son speaker, honorable Justin Zambandezou, n'a pas dérogé à la règle. C'est une façon d'évaluer comment nous avons travaillé, voir comment améliorer le cadre du travail. C'est comme ça que nous avons initié cette réunion pour que demain, qu'on fasse des travaux plus meilleurs qu'avant. Nous n'avons pas assez de possibilités, mais le peu que nous recevons, nous les gérons équitablement pour la vie de nos travailleurs. Après avoir suivi avec beaucoup d'attention les rapports de chaque cabinet des membres du bureau et services administratifs présentés respectivement par le chef de cabinet et responsable administratif respectifs, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé a prodigué quelques sages conseils aux agents et cadres pour la bonne marche de leur mère nourricière. J'ai dit à mes personnels de privilégier l'amour du prochain, le respect des règles du travail. Et j'ai demandé aussi aux ouvriers de se pardonner parce que personne n'est parfait au monde pour permettre à ce que tous ensemble nous regardons dans la même direction qui est de faire mieux pour l'année 2025. Signalons que cette réunion a été clôturée par un échange de vœux entre personnel et les membres du bureau, symbole de l'unité et d'une famille soudée. Infrastructure, les bâtiments de l'école primaire et les centres de santé de Tchabi complètement requinqués. Une dotation de l'administration militaire de l'Ituri. Ces ouvrages ont été remis aux bénéficiaires. Suivez cela en images et commentaires. Nous sommes à l'école primaire Tchabi, dans le sud-est d'Irumu. Ici, les activités scolaires totalement paralysées pendant plus d'un mois suite à un coup de foudre qui avait touché plus de 50 élèves, ont repris normalement. Pour faciliter cette reprise, le gouverneur militaire a dépêché l'administrateur d'Irumu pour remettre un don important constitué notamment de paratonnerres, planches et kits scolaires. Le centre de santé de Tchabi a également bénéficié de produits pharmaceutiques. Occasion pour l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba, de sensibiliser la population de cette région à pérenniser les acquis de la paix. On a fait un pas, nous n'allons pas croiser les bras, nous devons être toujours vigilants, nous devons multiplier nos stratégies pour en faire barrer la route à cet ennemi de la paix. Tchabi veut la paix, rien que la paix, et on peut obtenir cette paix, comme j'ai toujours répété, par la réconciliation entre fils et filles du terroir, par le pardon, par la cohabitation pacifique, par la cohésion sociale. Geste salué par le président de la communauté des Banyali Tchabi. Je suis vraiment satisfait de tout ce que l'excellence gouverneur de la province est en train de faire, est en train de donner comme don, est en train de donner comme matériel au niveau des centres de santé de Tchabi, que nous avons salué avec amour aussi. Ça montre que le gouverneur de la province
il est de cœur avec la population de la chefferie de Banyali-Tchabi. Au-delà de la sécurité, la santé et l'éducation font partie des priorités de l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboyankancha Madjouni, qui s'aligne étroitement à la vision du chef de l'État, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Parlons des infrastructures routières dans la ville de Kananga, province du Kasaï central. Dernière étape entamée pour les rétablissements de la circulation sur l'avenue Kasavubu coupée il y a de cela une année par un ravin à la hauteur de l'église Bethel. Le gouverneur Joseph Kamboulou a inspecté ces travaux. Interrompue depuis plus d'une année, la circulation va bientôt répondre sur l'avenue Kasavubu au quartier Bianchi. Grâce aux efforts du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, cette artère du centre-ville qui était coupée en deux par une gigantesque érosion est vers son rétablissement. Après la fin de la construction du grand collecteur d'eau, le dernier travaux de remblai et d'évacuation de la chaussée ont été entrepris avec un coup de main de l'entreprise arabe Contractor appelée à un renfort à l'office de voirie et drainage par l'autorité. Février, Joseph Moïse Kamboulou assiste avec admiration à cette dernière étape. Le danger est définitivement écarté sur cet axe, d'où la gratitude de Jean-Claude Ntumbamai, responsable de l'église Cité Bethel, un des principaux bénéficiaires de ces travaux à l'endroit du pouvoir public provincial. D'abord, nous disons merci à Dieu puisqu'il vient de répondre à nos prières. Avec ce que nous voyons déjà sur le terrain, nous avons toute confiance au gouverneur que le danger est éloigné maintenant. Nous soutenons le gouverneur. Dès là, Joseph Moïse Kamboulou a mis les caps sur l'avenue Dr Etienne Tshisekedi où l'intervention rapide requise par lui a été démarrée par l'entreprise arabe Contractor pour parer au plus pressé. Le répondant de la firme égyptienne sur place en a fait le point. Le gouverneur est venu nous réveiller. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est justement stabiliser avec les 031. Demain, on viendra avec l'équipe du topo pour nous mettre les piquets afin de prendre le niveau normal et commencer les travaux proprement dit. Le rétablissement de la circulation sur ces deux axes est un salut pour les taximens motards qui n'ont pas hésité à saluer l'engagement du numéro 1 de la province. Qu'il fasse la volonté du chef de l'État. Et nous sommes là, il a notre soutien, qu'il travaille jusqu'au bout. Loin de là, les âmes silencieuses se sont également exprimées. Engagé pour une gouvernance de proximité, Joseph Moïse Kamboulou s'est montré fier du soutien de son peuple dont il a promis des solutions aux préoccupations. La criminalité dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, on en parle dans ce journal. Le maire de cette ville, Yves Balo, s'est exprimé devant les chevaliers de la plume et du micro à ce sujet. Le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balo Bokolo Wanyongo, invite la population à plus de vigilance et chaque fois dénoncer tout cas suspect afin d'étouffer les comportements des inciviques qui créent l'insécurité dans la ville. Par rapport au cas de recrudescence de criminalité dans ma ville de Mbandaka, il y a des dispositions qui se prennent déjà. Donc tous ces criminels ne vivent pas loin de nous. Ils sont dans nos maisons. Et l'une des dispositions, vous allez remarquer, ça je m'adresse directement à ma population. Une fois on trouve un criminel de grand chemin dans votre maison, on prend le criminel, on vous prend aussi. Puisque vous êtes en train de contribuer à cette criminalité-là. Si tout le monde a la conscience que lorsqu'il y a quelqu'un qui est suspect, il faut venir dénoncer. Lorsque vous gardez quelqu'un chez vous à la maison de manière délibérée, c'est-à-dire vous devenez complice. Le premier citoyen de la ville de Mbandaka a par ailleurs demandé à toute la population d'être derrière nos vaillants combattants de forces armées de la République, mais également soutenir nos frères et sœurs de l'Est. À nos FARDC Wazalendo, pour l'instant, c'est de continuer à combattre jusqu'au bout. Toute la population de la ville de Mbandaka est derrière ces combats. À travers nos prières, comme je l'ai dit tantôt, à travers nos contributions financières, à travers des stratégies. Donc les amis qui sont là-bas en train de combattre, qui ne se sentent pas abandonnés, nous sommes derrière ces combats. Et nous allons user de toutes nos différentes forces pour les accompagner. Revenons sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les professeurs de l'université de Kinshasa annoncent leur soutien total au gouvernement dans la quête de la paix dans la partie est de la RDC.
Cette assemblée a eu pour objet de réévaluer les accords de Bibois après l'ultimatum lancé par la dernière assemblée générale, l'évolution des dossiers assurance, les préparatifs des élections des membres du comité exécutif. Après débat et délibération, l'Assemblée générale a déploré la non-considération des résolutions du colloque organisé en 2022 sur la guerre à l'Est. Pour la guerre à l'Est, nous avons convenu à l'unanimité qu'il faut un colloque qui puisse réfléchir en mettant en présentiel les différents spécialistes du domaine, à savoir les physiciens, les chimistes, les polytechniciens, et aussi sociologues, anthropologues, politologues, économistes. Donc tout le monde peut réfléchir sur la guerre et proposer au gouvernement ce qu'il faut faire à la matière. Sinon, les profs de l'université de Kinshasa sont prêts à contribuer matériellement, financièrement, aussi même avec leur sang, parce que nous avons préconisé aussi cette campagne des dons gratuits de sang pour nos frères qui en souffrent au front. L'Assemblée générale a décidé de se retrouver dans 2 semaines pour mettre en place une commission électorale et un comité scientifique relatif à la réflexion sur la guerre. Par ailleurs, la PUCIN remet en question le format du dialogue politique tel que préconisé. Le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales AZES, Guy Bolanda Menga, lance un message de compassion aux victimes de la guerre d'agression rwandaise, nous dit Chimène Dondo. La République démocratique du Congo a opté pour la création de ZES dans le cadre de la diversification de l'économie et la création d'emplois. Mais malheureusement, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC s'érige un obstacle pour la mobilisation des investisseurs. En solidarité avec la population du Nord Kivu, victime du carnage et autres barbaries de l'armée rwandaise, le directeur général de la ZES, Guy Bolanda Menga, leur a adressé un message de compassion. Je tiens d'abord à présenter toute notre compassion au pays qui, au moment où nous sommes en train de parler, vivent dans des conditions très difficiles. Qu'ils sachent que, comme le chef de l'État a dit, nous sommes aussi avec eux. Et aussi les déployer en sa qualité de garant de l'intégrité territoriale de notre pays pour que la paix revienne et d'une manière définitive à l'est de notre pays, pour que les épisodes que nous sommes en train de revivre encore aujourd'hui ne puissent plus revenir. Malgré cette situation sécuritaire instable, le gouvernement est plus que mobilisé à maximiser les recettes pour mettre un terme à cette guerre nous imposée par le Rwanda. C'est dans le cadre que le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, Guy Bolanda Menga, a échangé avec une délégation des autorités de la ZES Kishishi, venue lui présenter un potentiel investisseur qui désire s'installer dans cette ZES. Il s'agit du groupe Liberty SRL qui œuvre dans la transformation agroalimentaire et la production de meubles à partir du bois. Place à la revue des presses, une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Kagame, crimes et mensonges, titre le phare. Face aux preuves accablantes des massacres perpétrés par l'armée rwandaise, le régime de Paul Kagame déploie une campagne de manipulation médiatique sans précédent. Des vidéos incitant à la haine ethnique sont diffusées pour victimiser une certaine communauté et créer un écran de fumée. Cette diversion permet à Paul Kagame d'éviter les questions sur les crimes de guerre commis sous son commandement, en plus des pillages économiques documentés. Kagame lance une campagne de désinformation ciblée pour détourner l'attention sur les massacres perpétrés par son armée à Goma. Invasion RDF au Nord Kivu, Goma rwandalisé révèle le maximum. À Goma, chef-lieu de la province congolaise du Nord Kivu, on se croirait revenu 30 ans en arrière en disant son 4e fois que la ville tombe au mai d'une rébellion soutenue par le Rwanda au cours des 3 décennies. Pillage à Goma, des plaques d'immatriculation et cartes roses vendues à 500 francs congolais et à 1000 francs congolais, annonce Beto.tv.
cédé. Lors des affrontements entre les forces loyalistes et les rebelles du 1-23, certains habitants ont profité pour piller des entrepôts, bureaux des entreprises, des boutiques et magasins. Des plaques d'immatriculation et des cartes roses pour moto, pourtant soumises à un strict contrôle administratif, sont désormais vendues sur le marché noir à vil prix, allant dans la fourchette de 500 et 1000 francs congolais. Cette situation illustre le désordre total qui règne dans la ville depuis son occupation. Est de la RDC, Uhuru Kenyatta insiste sur la coordination étroite entre les processus de Luanda et de Nairobi, rapporte Mediacongo.net. Déterminé à contribuer à la pacification définitive de l'Est de la RDC, Uhuru Kenyatta, facilitateur de l'EAC, a souligné mercredi dernier la nécessité de renforcer la coordination entre les processus de paix de Luanda et de Nairobi. Selon l'ancien président kényan, ces deux initiatives sont une solution efficace au conflit rwando-congolais. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Partant de là, nous avons même fait des propositions aux garants du bon fonctionnement des institutions, au commandant suprême des forces armées. Entre autres, c'est la révision de notre doctrine géopolitique, de notre doctrine politique, de notre doctrine au niveau même de notre défense. Nous avons fait la proposition au président de la République d'aller vers la diversification des partenaires stratégiques, notamment en se tournant vers les mondes multipolaires, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran. Tout ça, c'est des partenaires qui viennent pour pouvoir aider véritablement nos États. Et au niveau africain, nous avons proposé au président de la République la possibilité de s'approcher, de se rapprocher des partenaires panafricains de l'Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui sont davantage en train de s'organiser, et les fruits, aussi bien au Niger, au Burkina, au Mali, sont palpables. Et nous ne pouvons pas continuer à avoir les mêmes partenaires qui sont avec nous et qui sont avec les Rwandais et qui signent des partenariats commerciaux sur des minerais stratégiques que ne possèdent pas les Rwandais, et espérer que ces partenaires puissent sanctionner de façon rigoureuse, de façon tangible les Rwandais. Et ça, nous les savions, nous les voyons depuis très très longtemps. Et donc, ça c'est au niveau plus ou moins d'un certain nombre de propositions. Et ici, nous nous satisfaisons que parmi nos propositions, que les chefs de l'État, dans son discours hier, reviennent sur la question liée à la réduction drastique des trains de vie, aussi bien des institutions que de leurs animateurs, parce que c'est depuis 2-3 ans que nous devrions normalement être dans une économie de guerre, que nous devrions en fait avoir des autorités dont l'attitude devrait plus ou moins être les reflets de la situation que traverse notre pays. Et qu'aujourd'hui, le président de la République entende cette voie-là, je pense que nous nous sommes satisfaits. Mais maintenant, nous serons davantage satisfaits si Madame la Première ministre, avec Monsieur Patrick Mouyaya, ministre et porte-parole du gouvernement, organise un briefing comme ils ont l'habitude de l'organiser pour nous dire très concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de réduction des trains de vie, aussi bien des institutions que de leurs animateurs. Les ministres touchaient combien ils ont maintenant, quels étaient les frais de fonctionnement des différentes institutions, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, présidence de la République, et ainsi de suite, et à quel niveau ils ont réduit cela, de sorte à ce que nous puissions consentir l'essentiel de nos efforts sur la guerre que nous avons. Nous sommes en guerre. L'autre chose aussi, c'est que nous retenons ici dans les discours du président, c'est éventuellement les remerciements la mission, notamment avec les leaderships de l'Afrique du Sud, qui, jusqu'à preuve du contraire, montrent à la face du monde qu'il est ici question d'étudier la possibilité de mettre hors état de nuire M. Kagame avec son régime, parce que la guerre ici, elle n'est pas qu'une guerre congolaise, c'est une guerre qui risque d'embraser la sous-région de l'Afrique centrale, parce que, imaginez-vous,
s'il doit y avoir déplacement des populations, facilement, nous aurons des populations congolaises qui vont se déplacer vers la Centrafrique, qui vont se déplacer vers les Cameroun, qui vont se déplacer vers les Congo-Brazzaville, qui vont se déplacer vers les Tchad. Et donc, il y aura un brasement de la sous-région. Et comme un certain nombre de pays de la sous-région sont également frontaliers avec des pays d'autres sous-régions, notamment les Tchad, qui n'est pas trop loin du Niger, et ainsi de suite. Donc, c'est une crise africaine. Il faut mettre hors état de nuire M. Kagame. Il faut arrêter M. Kagame dans l'idée hégémonique qu'il a au niveau non seulement régional, mais au niveau de l'Afrique. Ici, nous voudrions demander au président de la République de trouver des possibilités de prendre dans un certain moment, dans un premier temps, des distances avec l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine, aussi bien sur des questions du Sahel, sur des questions du Soudan, sur des questions de l'Algérie, aujourd'hui de la Libye, aujourd'hui c'est les Congo depuis près de 3 décennies, l'Union africaine n'a pas de capacité aujourd'hui pour pouvoir imposer et apporter la paix en République démocratique du Congo. L'Union africaine peine à désigner formellement, officiellement et ouvertement les Rwandais comme faiseurs des morts et des désolations en République démocratique du Congo. Il faut exiger de la clarté plutôt que laisser l'Union africaine dans l'ambiguïté qu'ils sont en train d'entretenir. Donc pour nous, ce discours est un discours qui a été au plan militaire déterminant, mais également au plan interne, en termes de cohésion. Je pense que ce discours est allé dans le sens de rassembler, parce que le président de la République a appelé les uns et les autres, les sensibilités politiques, la société civile, ainsi que l'ensemble du peuple congolais, à unir nos forces pour bouter l'ennemi hors état de nuire de la République démocratique du Congo. Voilà. Vous avez évoqué ici la mission de la SADC, de l'Union africaine, également de l'économie de guerre. Mais est-ce que le chef d'État a employé les mots qu'il fallait? Il a fait une similarité en disant nous allons riposter